Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. On vous emmène avec nous pour 52 minutes d'émission en très bonne compagnie. Notre invité d'honneur ce matin, c'est le chanteur Christophe Miossec. Avec sa voix rauque et ses textes joliment ciselés, il nous revient avec un 11e album, Les Rescapés, où cohabitent le pessimisme du vivant et l'espoir du survivant. Il nous en parlera dans quelques instants. L'historienne Fanny Bunion sera également avec nous et elle montera quant à elle dans une machine à remonter le temps jusqu'en 1982 où une archive INA nous rappellera le mécontentement des commerçants rennais au moment de la piétonisation du centre-ville. Vous verrez ce matin également que le braconnage n'est pas cantonné à la traque d'éléphants ou de rhinocéros en Afrique. Hélas, la Bretagne n'est pas non plus épargnée. Les premières victimes, les espèces marines, anguilles et autres pousse-pieds, sont en danger aujourd'hui. C'est ce que nous dira Romain Écorchard de l'association Bretagne Vivante. Nous prendrons aussi le large en compagnie d'Adélaïde Castier, la responsable éditoriale du magazine Littoral. Adélaïde nous emmènera à Brest, notamment, bien entendu, une ville si chère au cœur de Miossec. Sans oublier l'agenda culturel de Sabine Marimurg, qui nous fera une très jolie sélection d'événements qui nous attendent en Bretagne ce week-end. Et pour finir, l'ami Billy, qui sera aujourd'hui à la conserverie de la Belle-Îloise. Voilà, côté météo. Alors, Catherine, bonjour. Est-ce que c'est un petit crachin brestois qui nous attend? Oui, je ne vous cache pas qu'il ne fera pas Jojo aux environs de Brest. Pour le reste, vous voyez, un peu d'éclaircie quand même, mais il fera quand même jusqu'à 14 degrés dans la capitale finistérienne. Ah oui, voilà. Canicule voilà. Quoi. Oui. Bon, alors tout va bien. Allez, vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Alors, comme le dit Christophe Miossec, il y aura au moins 15 éclaircies aujourd'hui sur le Finistère, c'est sûr. Ah oui, puis il va pleuvoir au moins 18 fois. Bah oui, c'est ça, ouais. Comme vous le voyez, on est de bonne humeur ce matin sur le plateau de 9h50 le matin. Bonjour Romain, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour Sabine. Bonjour. Christophe, voilà, vous êtes à nos côtés, on est ravis avec votre nouveau bébé sous le bras. Je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle Les Rescapés, un 11e album au titre très fort. On est tous un peu rescapés de quelque chose, finalement. C'est un petit peu ça le message aussi. Ah oui, j'ai l'impression de passer la cinquantaine quand on peut s'exprimer, c'est qu'on est rescapé de pas mal de choses. On est rescapé de la pluie aussi. Hein, on est rescapé de la pluie. On verra aussi de quoi on est rescapé tout au long de cette émission où vous nous présenterez ce superbe album. Alors j'en connais, elles, qui ne sont pas rescapées. Ce sont les sardines qu'on va voir tout de suite avec l'amie Billy, puisqu'elles finissent en boîte. Direction la conserverie de la Belle-Îloise. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, on est venu découvrir quelque chose de bien particulier. On est venu découvrir quoi? On est venu découvrir Cécile déjà pour une première fois. Comment ça va Cécile? Très bien et vous? Impeccable. On se tutoie moi, Cécile. Très bien. Comment tu vas? Moi je tutoie, je m'appelle Billy et je tutoie tout le monde. Impeccable. Alors on est où là? Raconte-nous un petit peu. Alors ici, vous êtes à la conserverie La Belle-Îloise. Tu es à la conserverie La Belle-Îloise. On est venu goûter de la sardine. Exactement, parce que vous êtes à Quiberon, le pays de la sardine. Okay. Et donc la conserverie La Belle-Îloise, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1932 par Georges Gillier, plus de 80 ans, et qui est aujourd'hui dirigée par la 3e génération, Caroline entreprise familiale bretonne. Complètement. Et donc, du coup, on a deux métiers. On est fabricant de conserves de poissons, notamment sardines. On est connu pour la sardine, mais aussi du thon et du maquereau. Et on est aussi distributeur, puisqu'on distribue, comme ici, vous pouvez le voir, nos produits dans nos magasins. Et on a un réseau de distribution de 80 points de vente en France. Donc, on achète des sardines La Belle-Îloise qu'à La Belle-Îloise. Exactement, chez nous, en magasin ou par vente par correspondance, Internet ou par catalogue. Et on a un petit peu une activité de revendeur. Vous pouvez nous trouver à la grande épicerie, au Galerie Lafayette Gourmet. Petites épiceries sympathiques. Exactement. Alors du coup, il y a combien de petites canettes là, enfin de petites, comment ça s'appelle? Des boîtes. Des boîtes. Il y en a combien de conserve. faites par an ici là? Ah bah plusieurs millions. Plusieurs millions. Bah oui. Oh là là. Donc chaque petite sardine est mise à la main dedans là, avec petite minutie. Donc c'est un travail artisanal. On travaille selon les méthodes d'autrefois.
On sélectionne bien évidemment la sardine fraîche. D'accord. Ensuite, tous les ingrédients qui rentrent dans la composition de la recette. Et ensuite, ce sont des sardinières qu'on ira voir tout à l'heure qui mettent en boîte les sardines à la main pour que le client, à l'ouverture, ait vraiment les sardines bien rangées Toutes pour un fraîches. meilleur rendu. Exactement. Bon. Eh bien, écoutez, je crois que là, on va avoir l'eau à la bouche toute la matinée, là, avoir tous ces bons petits produits. Alors, on va les voir tout à l'heure. Tu m'as dit, les petites Ah sardines. bah, tout de suite, moi, ce que je vous propose, c'est que juste derrière, là, on est sur le lieu de la production, juste Ok. derrière cette porte, on est en train de fabriquer la sardine olive citron. Donc, je vous propose qu'on aille Super. tout de suite découvrir Bon, ça. sardines, olives, parce qu'il y a plein de recettes comme ça différentes. Ah, mais tout ça. D'accord. L'huile d'olive, piment d'Espelette, citron, tapenade. Moi, je pensais muscade. sardines à l'huile, il y avait qu'une seule boîte, quoi, une seule sorte. Ah, mais vous connaissez pas la Lilloise. Enfin, tu connais pas la Lilloise, ça va Non, pas du tout. pas encore, tu vois, et ben, comme quoi, on va y aller. Donc, on va se retrouver tout à l'heure pour découvrir comment est-ce que ça se fait directement, Exactement. directement là On y derrière. va, quoi. on s'équipe et Pourtant, on y ça va. sent pas du tout la sardine, là. Ah bah non, mais vous allez voir, on va rentrer Bon. directement. Eh ben, on y va Votre voir. sardine. Allez, on y va, à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous nous faites rire, Billy? Bon, va falloir penser à déposer le brevet de la canette de sardine. Hein, Christophe Musset, vous en pensez quoi? Ah, formidable, la canette de sardines, mais ça devrait marcher. Ça vous plaît bien l'histoire. Bon, allez, on va retrouver tout de suite Fanny. Avec vous, on va parler de commerçants mécontents. Là, on a vu les commerçants contents. Eh bien, ce n'était pas le cas en 1982 à Rennes, au moment de la piétonisation du centre-ville. Effectivement, un sujet qui résonne avec d'autres événements contemporains, mais lorsque la piétonisation du centre-ville se dessine à Rennes, les commerçants du centre-ville vont manifester sur la place de la mairie en 1982. Eh bien, l'historienne que vous êtes nous emmène jusqu'en 1982 et on regarde cette archive, Ina. Mes clients démissionnent tout à fait de venir dans le centre. Il me semble qu'il aurait tout de même fallu faire les parkings avant d'entreprendre les rues piétonnes. Cette fermeture n'est pas orientée contre quelqu'un. Je suis obligé de prendre position parce que je dois défendre mon outil de travail. C'est très important. À peu près 60% de ma clientèle est de l'extérieur et sans cette clientèle, je ne peux plus vivre. Notre rue va être mise en double sens et je ne vois pas très bien comment nous allons nous faire livrer. D'ailleurs, on a des heurts du côté de nos fournisseurs. Nous, ce qui nous touche le plus, c'est le problème parking. Surtout le samedi, fin de semaine, des grosses journées de vente où nos clients sont obligés de se mettre en double file pour venir chercher leur retouche très vite parce qu'il n'y a pas de place de stationnement. Je baisse mon rideau aujourd'hui parce que les clients ne peuvent plus venir dans le centre. Nous le baissons pour nos clients parce que ça devient intolérable de venir dans le centre de Rennes. On ne peut plus stationner, c'est la chasse aux contraventions, ça devient impossible. Vous encouragez l'inertie des gens. Les gens, comme si les gens n'étaient pas capables de faire 100 mètres, de traverser une petite rue depuis le parking Kléber pour se retrouver place du Vaux-Saint-Germain qui est le centre-ville lui-même. Alors, on voit que ça met le doigt sur un problème qui finalement est encore d'actualité, c'est le partage du centre-ville entre les piétons et les voitures. Effectivement, c'est le partage des usages d'un espace qui concerne des commerçants, des usagers, puis les habitants aussi du centre-ville, parce qu'il y a des gens qui y vivent. Donc c'est la question de ce partage des espaces, des usages différents qui rencontrent des enjeux tout à fait contradictoires. On a des enjeux environnementaux qui sont pointés à la fin du sujet par cette femme, qui sont à l'époque archi minoritaires. Hein. La question de la préoccupation, notamment de la pollution atmosphérique, dont la voiture en ville est la première cause, est complètement passée. On n'y pense pas du tout. Complètement passée sous silence. Donc ces questions environnementales vont arriver beaucoup plus tardivement. On a le phénomène de l'étalement urbain qui s'accroît dans les années 80 et les flux de déplacement entre les périphéries et le centre qui se font en majorité en voiture individuelle. Donc on est aussi dans le dogme du véhicule individuel versus la question des transports en commun. Et puis il y a une question qui est complètement absente là, dans le discours des commerçants qui mettent en avant leur outil de travail, disent-ils, c'est le fait que les espaces piétons sont plutôt favorables aux commerçants. Le lèche-vitrine se fait à pied, généralement. Et on sait que dans les enquêtes dont on dispose en géographie spatiale, par exemple, que les personnes qui se déplacent à pied consomment davantage que les personnes qui se déplacent en voiture. Et puis, on est dans le centre-ville de Rennes,
dans un cadre historique et la question de la valorisation du patrimoine et des recettes générées par le tourisme vont aussi de pair avec la piétonisation de ces espaces. Mais là, il y a une forme de crispation, en tout cas du côté des commerçants, l'idée que s'il n'y a pas de parking dans l'hypercentre, le parking Kléber est présenté comme un parking périphérique alors qu'il est à 200 mètres d'une des églises du centre-ville, donc on est dans un tout petit périmètre, eh bien, il y a cette idée qu'il faut réussir à faire coïncider des intérêts qui sont inaudibles. Il y a une forme de dialogue de sourds, en tous les cas, très, très clairement en 1982. Ouais, et c'est toujours vrai aujourd'hui quand même, un petit peu. C'est toujours vrai aujourd'hui. Alors il y a des évolutions, notamment un cadre juridique sur la question de la pollution atmosphérique. Il y a une loi depuis 1996 sur la qualité de l'air, donc qui oblige les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de décisions parce que les axes les plus étroits sont ceux où le vent s'engouffre le moins. Les axes les plus saturés, comme le boulevard de la Liberté à Rennes, sont les axes les plus pollués. Donc il y a des obligations à réfléchir à juguler les flux, à créer des espaces de stationnement, mais en dehors des centres-villes, avec le développement du métro, des parkings relais, pour permettre aux habitants, aux usagers et aux commerçants d'utiliser différemment, mais en bonne intelligence, pour reprendre la devise de la ville de Rennes, cet hypercentre qui est à tout le monde. Effectivement. Qu'est-ce que ça vous inspire aux uns et aux autres, ces préoccupations justement environnementales? Je sais que vous y êtes très sensible, Christophe Miossec. Oui, ça fait depuis 1965, je crois que les premières études existent. Enfin, on le sait depuis très longtemps, quoi, en fait, et on en parle aujourd'hui, alors qu'en fait, ça date depuis... Et puis on le sait que c'est déjà trop tard. Enfin, je veux dire, vu comment le monde va, enfin, je sais pas, c'est un peu catastrophique tout ça quand même. On avait dit qu'on restait un peu optimiste. Oui, voilà. C'est ça, l'esprit. Oui, les centres-villes. Allez, vous restez avec nous. On va justement se pencher sur une autre ville qui est emblématique et en tout cas fondatrice de votre répertoire, c'est Brest. Cette chanson dont nous raconte l'histoire tout de suite Gilles Lemorvan et Thierry Bouilly. D'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. 2014 aux Vieilles Charrues, Miossec joue à domicile dans le Finistère. Sa chanson est un hymne. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu enterrer les restes, même un beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre. Brest n'était au départ qu'un coup de sang, réponse à un journaliste breton qui lui avait un jour reproché de chanter Recouvrance alors qu'il ne vivait plus dans la région. Dans la famille, dit-il, on est là depuis des siècles, mais ça ne nous a jamais empêché de bourlinguer. Comment reprocher ça à un Brestois? On reprochait mon départ, pour moi c'était proprement hallucinant, parce que le Brestois, pour moi, n'est pas normal. Celui qui n'a pas bougé son cul de la ville, ça va pas, quoi. Et sa capacité de jugement est nulle, en fait, parce que c'est juste ça reste très villageois, alors que s'il y a un port, c'est pas pour rien. C'est pour partir. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe, mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Miossec n'a jamais attendu d'avoir réussi pour partir. Son premier album, il l'avait déjà écrit loin d'ici, sur l'île de la Réunion, où il était parti gagner sa vie comme journaliste. Après ses premiers succès, il va donc se trouver d'autres camps de base. Devenir le coq du village, je mettais le but, quoi. Donc le mieux, c'est de ne pas y être dans le village. Et oui, si j'étais resté sur Brest, oui, ça aurait pas été sain. Parce que t'as un petit succès et tu vas faire le malin dans les bistrots du coin, c'est pas... Tonnerre de Brest, on sait que l'expression pourrait venir du coup de canon qui annonçait jadis une évasion au bagne. Mais si Miossec s'est évadé, ce fut au final pour mieux revenir dans le Finistère, là où il a grandi sur les images Super 8 de son père. Miossec est habité par sa vie. Le fait de revenir dans cette partie du monde, là, c'est parce qu'on
on a été mesuré ailleurs, on a été sentir ailleurs. Et ouais, on revient ici parce que c'est juste magnifique. C'est l'endroit d'où on parle, où on existe sur Terre. Et le fait d'être à Brest, d'être finalement dans ce bout du bout, ça vous donne une fierté assez incroyable. On a une fierté très mal placée à Brest. C'est juste abominable. Ce n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Il a fallu que Nolwenn la reprenne en fait, pour donner une dimension populaire à cette chanson. Donc populaire entre guillemets quoi, parce que c'est pas non plus... Mais vous êtes jamais content de vous, en gros, c'est ça l'idée? Oui, mais c'est très bien comme ça, c'est mon problème. Je m'amuse beaucoup plus à être pas content que si j'étais dans une situation satisfaite, je m'emmerderais. Nougaro avait chanté Toulouse, Miossec a chanté Brest, mais il dit qu'il est loin de boxer dans la même catégorie que son maître. Miossec n'aime pas être content de lui, ne lui dites surtout pas qu'on apprend déjà ses chansons à l'école. Jamais content, en fait, Christophe Miossec. Comme les commerçants, hein, vous êtes un peu comme ça. Ouais, mais les commerçants de centre-ville, jamais contents. Mais à vrai dire, il y a de quoi aussi. Enfin, parce que quand je vois la Bretagne avec toutes ces surfaces commerciales à l'entrée des villages qui se désertifient, ça me rend d'une tristesse absolue, quoi, en fait. Ouais. Donc, oui, il y a des combats des années 70-80 qui pourraient revenir, ce serait bien. On est bien d'accord. Est-ce que vous êtes quand même content de votre 11e album, Les Rescapés, qui vient de sortir chez Sony Music? Ouais, mais je suis content de faire ce métier, tout ça, tout va bien. Enfin, il n'y a pas de souci, c'est juste que c'est un peu particulier, quoi. Dans quel état d'esprit vous l'avez fait, ce 11e album? Qu'est-ce que vous vouliez dire avec ce titre, Les Rescapés? Je sais pas, j'ai l'impression que la situation était tellement noire, en fait. Enfin, tout ce que je voyais, tout ce qui m'entourait, que c'était impossible de faire un disque noir, de faire un disque accablé, parce que l'époque l'est un peu, enfin, en tout cas je trouve, et je trouve que c'était un disque pour partir en tournée, pour faire du bien aux gens, pour se tenir debout, pas être affalé, enfin voilà, des choses comme ça. D'accord. Alors justement, on se tient bien debout, notamment dans le titre « Nous sommes », où vous affirmez justement, on se tient bien debout, on est là, entre pessimisme et optimiste. C'est ça l'idée? C'est que finalement, c'est comme l'optimisme qui va gagner et qui va primer? Oui, voilà. Même si le combat est perdu d'avance, d'une certaine façon, on le sait tous, mais il faut le mener quand même. Il ne faut pas le dire, ça. Oui, voilà. Mais si, il est perdu. On va écouter un extrait, justement, de ce titre « Nous sommes », et puis on en parle juste après. On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat emboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Très, très optimiste, c'est ça? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça, mais on ne peut rien y faire, donc on est condamné à la joie quand même. On est condamné à la joie, c'est joli ça. C'est la rencontre avec un ami chercheur de l'Ifremer qui vous a inspiré cette chanson?
Oui, ça et pas mal de choses. Enfin, le fait de savoir que les scientifiques se battent comme des malades pour apporter des données, qu'ils ont un mal fou à les faire, comment dire ça, à les disperser dans la population, quoi. Enfin, je veux dire, en France, on n'est pas du tout, on est complètement arriéré, on est complètement à la ramasse sur beaucoup de choses. C'est comme si le gouvernement voulait pas ouvrir les yeux, ou alors l'individu se dit que si le gouvernement ne se donne pas plus de mal que ça envers l'écologie, c'est que ça en vaut pas la peine. Donc chacun s'arrange avec ses petites histoires et on continue comme ça. Crise humanitaire, crise politique, crise oui, c'est pareil pour la crise humanitaire. Par exemple, pour la crise démographique envers l'Afrique, on ne parle jamais de démographie africaine. Enfin, je veux dire que ce soit des politiques de gauche qui abordent l'immigration sous des angles moraux. Enfin, je sais pas, il faudrait qu'on parle de démographie. Ce sont des choses assez simples à comprendre. Musicalement, dans cet album, vous dites que c'est un des albums les plus personnels musicalement. Oui, mais c'est pas un gage de qualité. C'est pas un gage de qualité. Bon, d'accord, ça c'est vous qui le dites. Oui, voilà. Vous avez voulu jouer dans la cour du vintage un petit peu avec des instruments ressortis des années 70, 80. Pourquoi ? C'est pas la cour du vintage, je suis vintage. Ah, vous êtes vintage, bon, d'accord. Ce sont mes instruments en fait qui datent de cette époque-là, parce que j'en fais partie. Donc, j'avais un groupe quand j'étais gamin sur Brest, entre 14 et 18 ans, donc c'est des instruments qui existaient déjà à l'époque, que je connaissais, quoi, en fait, et c'est des instruments avant l'intelligence des instruments, donc c'est à l'individu de devoir gouverner le synthétiseur et non pas l'ordinateur et la souris et tout ça, donc c'est pour ça que c'est un peu bricolo, mais avec du gros son quand même. C'est un côté brut, c'est ce que vous recherchiez aussi, quelque chose d'assez épuré finalement Ah oui, vraiment simple. Parce qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, on peut faire des symphonies pastorales. Hein, donc, autant essayer de faire des choses plutôt brutes et pas toujours agréables à l'oreille. Dans cet album, vous utilisez à nouveau le jeu également, dans le titre « Je suis devenu ». Moi, je crois que c'est la seule chanson. Oui, c'est la seule, je confirme, je crois. Pourquoi c'était difficile peut-être à faire il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus facile d'utiliser le jeu pour vous ? Au départ, j'ai commencé avec le jeu, donc il y a longtemps de ça, il y a 25 ans. Et puis vous l'aviez perdu complètement, oublié. Ah oui, je trouvais ça vraiment, au fil des années, je trouvais ça déplacé, quoi, en fait, d'utiliser le jeu, de raconter un peu ce qui se passe. Et je trouvais que le nous, le on, surtout mon instinct disait le on est un con, et du coup, je trouvais toujours trouvé le on magnifique. Mais le jeu, là, c'était pour faire une sorte d'autoportrait un peu rigolo. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous, Christophe Miossec. On va maintenant parler justement d'environnement avec un thème qui vous est cher. L'environnement, sa préservation, un sujet qui touche également Romain Écorchard, chargé de mission juridique à l'association Bretagne Vivante. Vous allez nous parler de braconnage, une problématique dont l'ampleur est internationale et elle touche aussi la Bretagne. De quoi s'agit-il exactement chez nous ? Oui, alors le braconnage, pour faire simple, c'est toutes les activités de chasse ou de pêche illégale. Et c'est vrai que là, ce matin, je vais insister sur les activités de pêche. Alors, le braconnage au niveau international, c'est considéré comme le 4e trafic le plus important au monde en matière de volume financier. Donc c'est c'est pas ridicule, hein, derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et les êtres humains, mais c'est plus que le trafic d'armes, par exemple, en termes de trafic, en termes de volume financier. Donc évidemment, on a en tête, nous, des images de rhinocéros, d'éléphants qui sont braconnés en Afrique. Et voilà, là on voit les pousse-pieds, c'est-à-dire qu'on se rend pas forcément compte qu'il y en a aussi juste à côté de chez nous. De chez nous. Alors ça concerne justement quelles espèces en particulier ? Donc en Bretagne, on a la chance d'avoir un vaste milieu, un vaste territoire marin. Là on voit les pousse-pieds qui sont donc des espèces côtières bretonnes qui font l'objet de braconnage. Donc c'est très apprécié en Galice par les pêcheurs espagnols qui vont aller les chercher en Bretagne parce qu'ils ont complètement épuisé leurs ressources. Et donc ils vont faire sur une journée, ils vont venir avec leur camionnette, ils vont les chercher avec des pêcheurs locaux qui leur revendent ça. Et ça c'est complètement illicite. Mais
il y a une espèce qui est très en danger au niveau international, c'est l'anguille. Et en Bretagne, on pêche en particulier la civelle. Donc la civelle, on la retrouve au niveau notamment des grands estuaires bretons, l'estuaire de la Vilaine ou de la Loire. Et donc aujourd'hui, cette espèce, on a eu une prise de conscience sur la raréfaction de l'anguille qui est dans une situation catastrophique. C'est depuis 2009, cette espèce est considérée comme en danger critique d'extinction, comme une espèce qui était commune en Bretagne. Et on parle, depuis les années 70, on parle d'un effondrement des populations d'anguilles de 95%. C'est-à-dire qu'on n'a plus que 5% des populations qu'on avait dans les années 70, aujourd'hui, au niveau international. Et pourtant, la réglementation est extrêmement stricte. Donc la réglementation est très stricte, mais c'est assez récent. Ça date. Il y a un règlement européen qui date de 2007 sur l'anguille. Avant, il n'y avait pas forcément spécialement de réglementation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette réglementation est largement méprise parce qu'il y a une grosse activité de braconnage sur les civelles, et en particulier en Bretagne, là où il y a encore des populations en place. Parce que c'est lucratif. Et c'est très lucratif. Voilà. Alors, dans ce contexte, quel rôle pour nous, citoyens, et pour les associations, qu'est-ce qu'on peut faire, en gros? On va essayer d'être dans le réalisme. Il ne faut pas participer. La première chose à faire, c'est de ne pas participer à ça. Et comment ne pas participer? C'est aussi dans nos habitudes de consommation et dans notre acte de citoyenneté. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme des produits qui sont réglementés, notamment de la pêche marine, il ne faut pas les acheter sous le manteau, il faut les acheter dans les filières. Bah oui, c'est évident. Pas dans les courants verts des centres-villes. Non, on va aller chez des vrais commerçants dont on a l'assurance que c'est d'origine légale. Et il y a aussi, donc il y a le braconnage en Bretagne vers l'extérieur du monde. Il y a aussi le fait qu'en Bretagne aussi, des fois, on achète des espèces protégées, des espèces réglementées. Notamment avec les nouveaux animaux de compagnie. Donc, on pense par exemple à la situation de la tortue d'Hermann, qui est un animal très sympa. Voilà, elle est jolie, hein, elle est vraiment mignonne. Tortue, Sauf que cette espèce, regarde, c'est sympa. C'est sympa. Hein. Sauf que cette espèce, elle est en danger de conservation dans son milieu naturel. Et donc, quand on achète des tortues d'Hermann en Bretagne pour se tenir compagnie, il faut s'assurer absolument que ce sont des espèces qui proviennent d'élevages agréés et qu'elles n'aient pas été achetées dans des qu'elles n'aient pas été prélevées dans le milieu naturel. Est-ce que c'est aussi un aspect de déclin pour cette espèce? D'accord. Et alors, si on est témoin de pratiques illégales, on peut contacter... Donc, il y a l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui est responsable de ce genre de contrôle. Et on peut aussi en parler aux associations qui peuvent être à l'origine de plaintes et qui peuvent se constituer partie civile lorsqu'il y a des procès contre les personnes qui font ce genre d'actes. Eh bien, donc on contacte Bretagne Vivante, éventuellement. Merci beaucoup, Romain. Ça vous inspire quoi, Christophe Miossec, tout ce que vient de dire Romain? Vous faites attention, vous, aux espèces marines, par exemple, que vous achetez aux poissons, aux variétés de poissons, etc. Oui, dans le Finistère Nord, il y a les fameux ormeaux, en fait. Oui. Je crois qu'il n'y a que 2 pêcheurs qui sont assermentés pour pêcher l'ormeau, mais... Et voilà, il faut savoir attendre. Savoir attendre, mais voilà. Eh bien, écoutez, nous, justement, on va rejoindre tout de suite Catherine Bossard, parce que c'est la moitié de cette émission. Merci, Fanny, d'avoir été à nos côtés. Qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère Catherine, de cette première partie? Laurence, voilà, c'est le réchauffement climatique et tout, on reste fort. Il se passe des choses, des guerres et tout, on reste fort. Mais là, vous m'avez mis le coup de grâce, Laurence. Vous faites venir une historienne pour parler de mon année de naissance. Ah bah oui. C'est vraiment le coup de grâce. Là, je suis vintage aussi, mais bon, on va se le dire comme ça. Merci, Fanny. Allez, vous restez avec nous. On retrouvera dans quelques instants Adélaïde Castier, responsable éditoriale du magazine Littoral, et puis Sabine Marimurg, qui est déjà sur ce plateau pour sa sélection culturelle du week-end. Et puis, qu'est-ce que vous diriez de retrouver Billy? Ah, les sardines. Au milieu de la conserverie de la belle Illoise. Billy. Tout à fait, Laurence. Alors, on était tout à l'heure avec Cécile et on se retrouve avec Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Donc toi, tu es la patronne de la production, là. Exactement. C'est toi qui connais tout, comment ça se passe? De A à Z. Voilà, la garante de la qualité, parce qu'ici, c'est que de la qualité du frais. Ah ouais, ultra frais. Bon, alors raconte-moi un peu comment on fait pour faire une belle petite boîte, comme on a vu tout à l'heure avec Cécile. Donc là, on a reçu la sardine ce matin. Sardine fraîche. Sardine fraîche, hein, pêchée exclusivement, soit dans le Finistère et Quiberon exclusivement. Ok, donc de petits poissons bretons. Petits poissons bretons. Une fois que la sardine a été saumurée, elle va passer dans ce qu'on appelle l'étape étêtage et viscérage. Saumurée, ça veut dire quoi?
c'est qu'on lui a fait un apport de sel. Ah ok, d'accord. Tout doucement, ça dure pas très très longtemps. Ça marche. Donc là, on voit plein de petites mains, tout est fait à la main ici. Tout est fait à la main, de la partie étêtage et viscérage, emboîtage, mais même saumurage. Il faut savoir que la sardine est transvasée dans des caisses pour pouvoir être plongée et saumurée. D'accord. Donc là, on retrouve la partie étêtage et viscérage. Donc étêtage, on enlève la tête, c'est ça? On coupe la tête et on enlève les viscères et surtout, on n'oublie pas le c'est pas petit bon boyau. ça au niveau du goût, c'est quoi. vraiment pas bon. Là, le produit final, il sera vraiment... ça risque de, dans le temps, se laisser un mauvais goût. Alors que là, c'est top qualité, quoi. Top qualité et déjà, vraiment un geste à apprendre. On a l'impression que là, du coup, parce qu'il y avait des grosses, des petites... Donc là, ils écartent tout ce qui est petit et gros parce que dans la continuité du process, c'est pas du tout la même chose, même d'un point de vue apport sel, c'est rien à voir. Okay. Donc il y a vraiment cette volonté de bien tout séparer. En fonction de la taille, on va mettre plus ou moins de sel, on va la cuire plus ou moins longtemps. On va laisser plus ou moins longtemps dans le sel. Oui, et après, dans la cuisson, tout ça c'est différent. On va passer plus vite une sardine qui est plus petite. Ok. Combien de poissons à peu près par jour, là, vous avez? On travaille à peu près entre 8 et 10 tonnes de poissons chauds. 10 tonnes? 10 tonnes de poissons chauds. Donc il y a 10 après, tonnes c'est en fonction de la taille. Ah ouais. Plus le poisson Donc est là, petit, vous avez 10 forcément. tonnes de poissons qui est touché dans les mains tous les jours. Exactement, une par une. Travailler une par une. Bon. Une fois que la sardine a été étêtée et viscérée, on va rentrer dans le process où on va sécher la sardine pour ensuite la cuire. Donc là, on est vraiment avec de l'huile de friture classique. Ah ouais, là, c'est fait comme à la maison. Comme à la maison, avec des temps bien précis et une température bien précise. Une fois que la sardine a été frite, elle va passer une petite nuit au local égouttage. On va la laisser tranquillement s'égoutter de son huile. Voilà, tout ça pour avoir évidemment le top de top dans la boîte. Et le lendemain, on va donc étriper la sardine et là, on va se retrouver. Alors attends, tu m'as dit étriper, ça veut dire quoi étriper? C'est enlever la tête et la viscère, pardon. Ça, c'était là-bas, ça? Voilà, c'est notre terme à nous, propre à la baignoire. Donc elle arrive le matin, on fait ça tout de suite, elle est cuite le jour même? Le jour même. Tout ce qui est été viscéré est cuit le jour même. Par contre, ce sera travaillé que demain. Il faut impérativement qu'elle se la repose laisser une nuit tranquille, dedans. Et après, là, je la vois bosser, elle enlève tout et elle fait les boîtes comme ça, à la main directement? À la main. Et donc, c'est un incroyable. emboîtage visuel. Donc, il y a un véritable équilibrage de la sardine à effectuer dans la boîte. Il faut que le client voit bien que... Donc là, on voit que c'est la petite, c'est la sardine à l'huile d'olive qu'on a vue tout à l'heure. Tout à fait, citron. Ok, c'est génial. Donc là, ils mettent les petites sardines dedans. Elles mettent uniquement les petites sardines. Donc et là... et après, ça part à l'huile. Et après, ça part au fleurissage citron d'abord, parce que c'est l'huile ouais. citron. On et met les ensuite de citrons. l'huile. Ok, donc des vrais citrons qui sont coupés là. Des vrais citrons qui sont coupés. Ça marche. Je peux en prendre un comme ça? Bien sûr. Donc là, on peut voir qu'ici, ça rigole pas, c'est vraiment des vrais citrons. Hein. C'est pas du truc, amer. Il ne faut pas qu'il soit trop amer. C'est pas du truc chimique ou je sais Ok, pas quoi. fruité. Avec le goût. Voilà, exactement. Là, on arrive oui. dans le poste. Je fleuris, je mets de l'huile et surtout, je vais garantir la sécurité alimentaire de ma boîte. D'accord. Une fois cette étape faite, il y a la phase stérilisation et là, on a le top de top. Et là, on se retrouve avec la meilleure des sardines. On a bien vu qu'ici, la propreté, c'était essentiel. Hein. Ah, c'est la vraie. Bon, bah écoutez les filles, je pense que ce matin, on a passé une très bonne matinée ici. Moi, je retrouve ma petite boîte vide et mes petits citrons et je vais aller bosser et j'ai envie d'aller en grignoter une. Bon, allez, à tout à l'heure. À bientôt, je veux dire. À bientôt tout le monde. Ciao. Est-ce que c'est une espèce en danger, la sardine, justement, on se posait la question? Bah non, il y en a encore qui ne sont pas en danger, heureusement. Donc on peut manger de la sardine sans problème. La sardine revient. Et en plus, elle revient. À Douarnenez, je sais que les pêcheurs sont contents de... Sont contents. Donc comme quoi, il y a des quoi, raisons d'être oui, optimiste, voilà. vous voyez. Allez, Adélaïde Castier nous a rejoint. Vous êtes la responsable éditoriale du magazine Littoral sur notre antenne. Bonjour Laurence, Et dimanche, bonjour. Vous nous proposez un très joli documentaire, on va l'évoquer dans un instant. Mais d'abord, vous aviez envie de partager avec Christophe un coup de cœur. Un coup de cœur, une déclaration. Déclaration. Une déclaration d'amour, attention, il va avoir peur. Une déclaration d'amour pour la ville de Brest. C'est une ville qui m'a pris les tripes à moi et à d'autres. Hein. Je pense qu'on est nombreux à ne pas rester insensibles. Ça ne s'oublie pas, Brest. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Alors, dans votre cas, Christophe Miossec, vous l'avez adulé, vous l'avez quitté, vous l'avez retrouvé, vous l'avez caressé, peut-être détesté. Et pour reprendre votre texte, vous l'avez même... C'est même là où la terre part à la renverse. Est-ce que Brest vous a sculpté? Est-ce que Brest a fait ce que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, j'ai l'impression. Mon père est brestois, mon grand-père est brestois, mon arrière-grand-père était brestois. Oui, c'est une famille qui vient de l'Arsenal, qui vient vraiment de Brest. Et oui, quand je m'exprime vraiment en tant que brestois. Mais du coup, c'est presque une part de responsabilité, en fait, de devoir défendre un peu l'esprit brestois à l'extérieur. Parce que le brestois est quand même suffisamment dur pour savoir que... dur, et puis avec une facette très, très attachante, le brestois. Ah oui, complètement.
Ah oui, non, c'est une ville vraiment accueillante. C'est une ville qui sait accueillir l'étranger. Alors justement, quand vous dites ça, Roland Thépeau, donc un réalisateur qui travaille pour Littoral, a donc réalisé un film qui s'appelle La Brest humaine, film que nous avions diffusé dans Littoral il y a 2 ans. Une chronique très poétique de Brestois, de Brest même, ou pas. Petit cadeau pour vous, Christophe. On regarde un extrait. Alors là, on arrive au pont de Recouvrance. Ça, c'est une image forte de Brest aussi. Ces 2 espèces... Enfin, moi, ça me fait penser à des guillotines. 2 grandes guillotines. Les Brestois, ils ont dû longtemps assumer l'image de leur ville, qui était une ville moche, voilà, parce que reconstruite, parce que sans intérêt. Voilà, Brest, c'était estampillé d'une certaine manière qui n'était pas très positive. Mais donc, ça, je pense que ça a créé une fierté d'être là. Nous, on vient de là et on vous emmerde, tu vois. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Là, Yves Montand qui chante Barbara. Nous, on vient de là et on vous emmerde. C'est chouette, non? Oui. Bon, je sais plus quoi dire. Je vous emmerde comme Olivier, mais... Moi, c'est la fierté, quoi, d'être... Oui, la fierté, mais il y a aussi une capacité à accueillir qui est vraiment incroyable, parce que comme Brest est au bout, c'est pas une ville où on passe, donc c'est une ville où on y est pour une raison ou pour une autre. Donc, dans les bistrots, dans les choses comme ça, quand il y a quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui va plutôt être accueilli et que le rejeter, comme dans certains coins de France aujourd'hui. Ville qui ne laisse pas insensible. Effectivement. Et dans votre dernier album, vous lui rendez encore hommage, différemment. Mais... Oui. Bah, c'est une chanson qui s'appelle La Ville Blanche. La Ville Blanche, voilà, qui clôt votre album. Personne n'imagine, surtout après ces images, qu'on puisse appeler Brest la Ville Blanche, mais vu de la mer, Brest est une ville blanche. Les marins l'appelaient Brest la Blanche, donc voilà. Ça ne vous quitte jamais, on l'aura bien compris. Cette ville, elle est là, dans le cœur. Ça s'impose. Cette famille. Cette famille. Alors Adélaïde, on va en venir à l'émission de ce dimanche. Ouais. Littoral reste dans le Finistère. Vous l'adorez, on le sait. Mais on ira plus au sud. Ouais, on va aller à l'Octudie avec un très très beau film. Un film de Pierre-François Lebrun. Une fois par mois, Littoral donc, propose toujours un documentaire de 26 minutes. Et donc là, on va aller près d'une maison qui se dresse donc face à la mer. Elle s'appelle La Porte Ouverte. Et depuis plus de 60 ans, c'est le témoin d'une saga familiale hors du commun. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Suzanne Masson, qui était destinée pour être une artiste qui s'apprêtait à partir aux Beaux-Arts, a décidé d'adopter 27 enfants, donc orphelins de la Seconde Guerre mondiale ou qui étaient abandonnés. Et donc elle les a adoptés, elle s'en est occupée à Paris. Puis l'été, il fallait partir au bord de la mer. Donc elle les a emmenés à l'Octudie, dans une maison dans laquelle ils ont construit leurs souvenirs d'enfance, à l'image de Jean-Luc Masson qui, 60 ans plus tard, donc, nous explique ses souvenirs. On regarde un extrait. Il y a 60 ans, j'étais là, en train de méditer sur le bonheur d'être à l'Octudie, tranquille, dans le sable. Moi, j'ai les mains qui se mettent dans le sable, comme ça. Là. J'aime bien, moi, le sable. C'est pour ça que je suis pieds nus, tout le temps. De toute façon, quand je viens à l'Octudie, moi, c'est 3 semaines pieds nus. Voilà. C'est ma petite plage. La petite plage de la Porte Ouverte. Tellement de petits bonhommes qui je sais pas, ont appris à marcher ici, qui ont appris à toucher l'eau, tu vas à la pêche, là, dans les petites mares à gobies. Et je dis toujours, moi je suis né 2 fois. Je suis né une première fois dans les circonstances qui sont les miennes, et puis je suis né une 2e fois quand je suis venu en Bretagne. À partir du moment où je suis venu à l'Octudie et à Pénador, pour moi ça a été une 2e naissance. Histoire magnifique, très touchante. Je suis née 2 fois, c'est fort quand même. C'est beau et fort, oui. Alors cette maison, donc construite en 1955, ce qui est incroyable, c'est qu'elle appartient toujours aujourd'hui à ses enfants, donc de Suzanne Masson, et à leurs petits-enfants, donc qui viennent toujours tous les étés
passer du temps dans cette maison. Et puis le temps d'un été, Pierre-François Lebrun, donc le réalisateur de ce film, les a filmés, évoqué leurs souvenirs et nous racontait l'émouvante destinée de Suzanne Masson qui est décédée aujourd'hui. C'est un film qui pose plein de questions sur la notion de filiation, de transmission et sur l'abandon. C'est à voir donc ce dimanche à 12h55 dans le Littoral. Vraiment, je vous le recommande parce que c'est un très 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 beau film. Je pense que ça devrait vous plaire, Christophe. Ah oui, Très, le très sujet a l'air magnifique. d'être... Puis la maison des années 50, alors que tu dis, ça doit... Et on sait que vous serez devant votre télé donc dimanche à 12h55. On parlait de l'océan à l'instant avec Adélaïde et justement un autre des morceaux de votre nouvel album s'intitule La mer. Et vous racontez un drame familial finalement, mais qui fait presque écho aux tragédies humaines qui se déroulent actuellement dans la Grande Bleue. Pourquoi vous avez choisi de raconter cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? C'est votre grand-père? Oui, c'est des histoires familiales, puis il fallait que ça sorte à un moment ou à un autre. Ouais. Enfin, c'est mon grand-père maternel, en fait, qui est décédé pendant la Seconde Guerre mondiale au large de l'Égypte. Et il s'est noyé. Son navire était torpillé, il s'est noyé. Ceux qui savaient nager sont sortis, en fait. Et oui, du coup, c'était vraiment parler de cette histoire qui, ben voilà, c'est... J'en proviens, et c'était de parler de la mer de façon, comment dire ça, enfin j'ai toujours vu ma mère voir la mer d'une façon assez particulière parce que on sait que c'est la mer qui est tueuse aussi, donc c'était compliqué. Oui, il fallait que je me lance et que j'arrive à écrire quelques mots dessus. Et je sais que cette chanson a du mal à être absorbée par certaines personnes, donc je me dis que je crois qu'elle est réussie parce que justement certaines personnes n'arrivent pas à l'écouter. Et vous avez envoyé le texte à votre maman, qui l'a renvoyé après à l'Association des marins disparus en mer. C'est vrai ça? Ah oui, c'est un truc chouette, c'est la Pointe Saint-Mathieu. En fait, il y a un cénotaphe. Un cénotaphe, c'est l'endroit où on met les photos des disparus en mer. Et du coup, mon grand-père y est en tenue de mariage et tout ça. Et du coup, ce sont toute cette association de la Pointe Saint-Mathieu, des marins disparus en mer, qui travaillent sur cette mémoire, quoi, en fait, parce que quand on se dissout en mer, on n'a plus rien. Et le texte a été lu à voix haute, c'est ça, à cet endroit-là, je crois. Ouais, voilà. On écrit des chansons des fois à but utilitaire, quoi. En fait, là, c'était un peu. Ça peut. Oui, si, c'est important. Alors, il y a aussi des chansons qui ne sont pas utilitaires. Miossec, vous avez écrit l'une des plus belles chansons de l'album posthume de Johnny, Mon pays, mon amour. Ça s'intitule Back in LA. On va écouter un petit extrait, peut-être. Ça devrait arriver. Depuis que t'es parti, je ne vois plus le soleil. De toute façon, la ville n'est plus pareille. Il fait si chaud qu'on ne voit plus vraiment bien le ciel. De toute façon, j'ai pas sommeil. Mais qu'est-ce qui t'a pris comme ça, tout d'un coup, de vouloir autre chose que nous? Et qu'est-ce qui t'a pris de vouloir t'en aller? Je ne vais quand même pas me mettre à pleurer. Alors, racontez-nous cette histoire. Ouf. Ouais, juste pour dire que Johnny était vraiment une très belle personne. Ouais. Et que c'était juste insensé de voir, comment dire ça, après la vie qu'il a eue, pouvoir garder une gentillesse comme ça jusqu'au bout, c'était juste assez hallucinant. Et une curiosité de l'autre qui était juste incroyable. Enfin, c'était vraiment une très belle personne, simple. Donc pour vous, ça paraissait évident de participer à cet album posthume? Non, pas tant que ça, mais... j'avais écrit pas mal de chansons avec Johnny, puis on s'entendait bien. Comme il est timide, c'est pratique. Mais alors, deux timides ensemble, ça donne une belle collaboration. Ouais. Ouais, ça donne pas mal de silence, en fait. Et puis ça fait du repos, parce qu'une personne comme Johnny, dès qu'il arrivait quelque part, tout le monde allait lui parler. C'est juste un enfer. Donc, fermer sa gueule, par moments, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Écoutez, merci beaucoup, Christophe, d'avoir été à nos côtés. Vous serez en concert le 30 novembre à Pinmar et le 1er décembre à Ploërmel.
On vous remercie infiniment Merci. d'être venu nous rendre visite. Et puis, on va tout de suite écouter la sélection culturelle de Sabine Marie-Murg pour ce week-end. Sabine, on démarre avec un spectacle de marionnettes à fil en Ille-et-Vilaine. Oui, dans le cadre du festival Les Imaginaires, c'est le grand retour de la compagnie indienne Upina Kudru. Je prends des risques, vous allez voir, au niveau de la prononciation. Donc, c'est un spectacle qui s'intitule Yashagana Gombeyata. Yashagana signifiant chant des êtres célestes consacrés aux divinités. Et Gombeyata, les poupées, ces fameuses donc, marionnettes. C'est une très belle histoire car cet art traditionnel joué autrefois de village en village par des paysans était en voie de disparition dans les années 50. Et c'est Kamat, grand maître de la marionnette, qui a sauvé cette tradition en initiant son fils, Koga. Et c'est grâce à Françoise Grund et Chérif Kaznadar, ancien directeur de la Maison de Culture de Rennes, que cette troupe a été reconnue en Inde suite à leur venue au Festival des Arts Traditionnels à Rennes, il y a 40 ans exactement. Et c'est à présent donc le fils de Koga qui revient à Vitré avec 5 autres maριonnettistes, le narrateur et les musiciens. Je vous propose de regarder un extrait. C'est frais, c'est des paysans. Oui. Vous avez vu la dextérité quand même, les marionnettes qui jouent avec le feu. C'est assez impressionnant. Ouais. Donc rendez-vous donc mercredi prochain au Centre du Hamel à Vitré. Alors dans les Côtes-d'Armor maintenant, on rend aussi hommage à la chanson française. Oui, avec le festival Les Maudits, jeu de mots, mots plus loin dit, D-I-T-S à Trégueux. Donc demain soir, c'est la Grande Juliette qui clôture cette 4e édition. Pour ses 30 ans de carrière, belle longévité aussi en dépit de sa discrétion médiatique. Cette artiste qui écrit et compose... C'est une timide peut-être elle aussi. Je sais pas, je crois pas. Non. Vous la connaissez bien, peut-être, non, Juliette aussi. Oui, je la connais. Ouais. Oh non, c'est une vraie rigolote. Ouais. Ah oui, vraiment, avec ses petites lunettes là. Donc elle chante. Alors son 2e album, justement, s'intitule J'aime pas la chanson. Et c'est la première fois qu'elle chante en solo, accompagnée par 4 musiciens. On l'écoute. J'aime pas la chanson. J'aime pas la chanson, elle sait pas se tenir. Quand on a le bourdon, ça la fait sourire. Elle pleure sa misère quand le ciel est bleu. Ou bien le contraire, elle sait pas ce qu'elle veut. Faut voir comme elle change d'avis et de ton. Et comme elle mélange serviette et torchon. J'aime pas la chanson. Qu'elle se démène, qu'elle se promène, qu'elle s'amourache, qu'elle porte moustache. Donc elle sera au Centre Bleu Pluriel demain à 20h30. Elle est à Brest, justement. On y revient toujours, vous voyez. C'est le centre du monde, il n'y a pas à dire. Hein. On va zoomer sur le film court pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Oui, c'est la 33e édition que vous connaissez peut-être. Ouais. Ça se passe du Quartz au Capucin dans différents lieux donc, de Brest. Ce festival qui a l'art de dénicher les courts-métrages les plus inventifs, variés, engagés, nous réserve encore cette année beaucoup de surprises. Projection de 230 films, 25 pays sont représentés, de la comédie musicale à la science-fiction, en passant par du polar. L'accent est mis sur la liberté de ton et de forme de court-métrage, vous pouvez voir avec le teaser, sur le regard porté sur l'Europe par les réalisateurs. Et puis il y a une grande nouveauté cette année. Oui, c'est l'entrée de la section Made in Brest dans la compétition. 9 films courts de fiction ou d'animation réalisés en Bretagne, notamment Lettres rebelles de Sonia Larue et Anna Jaouen de Maëlle Desraisons. Et puis une soirée Succès Breton 2018 également samedi. Ouais, avec des pépites aussi à 19h30 au Petit Théâtre du Quartz de Brest. Vous pouvez assister à la projection de 3 courts-métrages primés dans les autres festivals, en présence de leurs réalisateurs, producteurs, avec notamment ce superbe film d'animation intitulé Ce magnifique gâteau d'Emma de Soif et James Rawls, un pamphlet mordant sur la colonisation africaine à la fin du 19e siècle. Et puis on termine avec le festival Les Indisciplinés à Lorient. Oui, ça devrait vous plaire ce petit mot, Les Indisciplinés. C'est la 13e édition donc, de ce festival consacré aux musiques actuelles. Il est actuellement en pleine ébullition. Un festival de découvertes et de projets étonnants, preuve en est sur ce joli teaser. Rendez-vous samedi au Manège à Lorient pour plonger dans l'univers de deux DJ, celui de Toulouse Low Tracks et Dan Clou, qui mêle techno intense et mélodie envoûtante. Et
si vous aimez le rap, rendez-vous avec le professeur Boom Pap qui vous présentera le rap sous toutes les coutures. Un spectacle mené par l'énergie de Datincha, qui est rennais d'ailleurs. Rappeur caustique au texte délicat. Il vous donne rendez-vous dimanche à Inzinzac-Lochrist. Merci Sabine. Bon Christophe, vous avez fait votre choix entre les 4 événements. Lequel vous tente le plus? Il y a le festival du court-métrage de Brest, qui est vraiment chouette parce que c'est un brassage absolument délirant et international. Et puis vous êtes acteur aussi, pardon. Ouf. Il fallait pas le dire. Allez, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. On arrive déjà à la fin de cette émission et nous retrouvons l'indisciplinée Catherine Bossard qui nous rejoint de ce pas. Bonjour, bonjour Laurence. Oui, je suis Denise Lapointe. J'ai remplacé la petite Bossard là pour l'occasion. Denise Bossard, Denise Lapointe plutôt. Le monde est morose, l'actualité est noire, mais rassurez-vous, l'avenir est radieux pour la chanson réaliste française. Voilà, que je représente aujourd'hui. Alors, c'est rassurant parce que vous n'êtes pas content de vous, Christophe Miossec, moi non plus, et ça me fait un grand point commun avec mon public. Mais vous venez de dire que certaines personnes n'arrivent pas à écouter vos chansons et c'est donc qu'elles sont réussies. Donc ça me fait rétrospectivement considérer ma carrière quand même comme étant totalement réussie également. Alors, je fais beaucoup de reprises, notamment des reprises en chansons réalistes françaises. Je pense à Billy, par exemple. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Chante les sardines. Vous voyez, voilà, ça c'est une petite reprise pour Billy. J'ai également Je suis l'actualité, c'est intéressant. Vous parlez, vous notamment, par exemple, Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. J'imagine que c'est une chanson sur les promeneurs en forêt le dimanche. Avec gilet jaune ou voilà, sans gilet jaune. avec en tout cas en étant assez visible si possible. Voilà. Alors moi je chante également pour tous les publics. Il ne faut pas oublier les publics, oublier par exemple les commerçants. Voilà, on se fait piétonniser. On ne peut plus gasoiler, mais le pire est à venir, on va devoir marcher chez notre boulanger. Voilà pour tous les publics, Laurence. Donc n'hésitez pas à acheter mon album, vous allez voir. Ça s'appelle comment votre album? Alors mon album s'appelle Denise Lapointe, chante l'actualité. Voilà, n'hésitez pas. Et on sera peut-être dédicacé, on va voir un featuring avec Christophe. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Merci. Et on rappelle, les rescapés, c'est chez Sony Music. Merci beaucoup, Christophe Miossec, d'avoir été à nos côtés. À bientôt. On va vous dire au revoir. Merci à tous sur ce plateau. Demain, 9h50, nous recevrons l'actrice réalisatrice Agnès Jaoui et le réalisateur Gilles Legrand pour le film Les Bonnes Intentions et puis Thierry Montoriol pour son livre Le Roi Chocolat qui raconte l'histoire de son arrière-grand-père maternel inventeur du banania et puis la chanteuse Safia Nolin. Bref, encore du beau monde dans 9h50 le matin. On vous souhaite une belle journée. Kenavo. Merci.